Bien, écoutez, sans tarder, parce que vous savez qu'ici, le chronomètre tourne plus vite qu'ailleurs, puisque beaucoup d'entre vous viennent de loin, et cette année plus encore que les années précédentes, puisque le thème de l'Europe nous fait venir des amis de Bruxelles, bien sûr, mais de Pologne aussi, voilà, et d'Espagne, et j'en passe. Voilà, donc on va essayer de tenir les horaires. Vous êtes un certain nombre à l'avoir par habitude compris. Pour les autres, bien, écoutez, ils prendront la journée en cours. On connaît effectivement le quart d'heure basque qui est toujours un peu délicat à vivre. Alors voilà. Bon, sans plus tarder. D'abord, je voulais simplement dire 2-3 mots avant de passer la parole au maire du village que d'aucuns connaissent, hein, Eric Itoural, pour vous dire, pardon, pour vous dire que les entretiens d'Inchoseta et le village de Bunus, mais ça tu le diras mieux que moi, sont très fiers d'accueillir pour débattre de la question du logement abordable en Europe, puisque c'est le thème de la journée, Madame Valérie Létard, qui je le sais, connaît bien, plus que bien d'ailleurs, les questions liées au logement. Eh bien, écoutez, je remercie bien évidemment tous les intervenants qui ont accepté, c'est pas toujours simple, je connais les agendas des uns et des autres, de travailler parce que c'est pas simplement une visite à Bunus, de travailler sur cette question et de travailler bien sûr sur les constats, on le verra tout à l'heure, mais aussi nous permettrons aujourd'hui de faire quelques propositions qui pourraient intéresser à la fois la commission, puisqu'elle est présente, M. Galgeski est présent, de la task force, c'est comme ça que vous l'appelez, n'est-ce pas? Côté, ça fait un côté un peu militaire, mais parfois, pourquoi pas. Et puis, bien sûr, les députés françaises, en l'occurrence, Madame Le Callennec, qui va nous rejoindre, qui arrive de Bretagne, et les députés espagnols aussi, au Parlement européen, M. Marcos Sampere, qui lui aussi va nous rejoindra dans la matinée. Je vais passer bien sûr la parole à Eric Itoural, qui est le maire du village. Eric, s'il te plaît. Merci Jean-Luc. Bon, vous voyez, on a un petit rayon de soleil, donc il faut garder espoir. Hein. Eric, il faut garder espoir. C'est comme pour le logement, hein. Il ne faut pas perdre espoir. Alors, j'ai bien entendu ton mot qui était très complet. Beaucoup de remerciements, donc je m'associe à tous ces remerciements, mais je voulais tout particulièrement te remercier à toi. Parce que, bien sûr, un événement de cette ampleur pour nous, dans cette commune de 150 habitants, c'est quand même extraordinaire. Moi, j'en reviens pas encore. Qu'on ait élevé le niveau des débats au niveau européen. Donc, voilà, j'en reviens pas. Bon, bref, tout ça pour dire que un événement qui se fait annuellement avec une constance, une régularité, une rigueur, une organisation parfaite chaque année, comme tu le fais avec tes équipes. On a bien félicité les équipes bénévoles qui travaillent autour de cet événement avec toi. Mais moi, je voudrais t'applaudir à toi. Madame la ministre, tout d'abord, bonjour à tous. Je pense que je n'ai même pas dit bonjour. Pardon. J'étais tellement pressé de remercier Jean-Luc. Bonjour à tous. Ongi etorri deneri, c'est les quelques mots qu'on dit ici en basque pour vous souhaiter la bienvenue.
Je voudrais bien sûr souhaiter la bienvenue à Madame la Ministre. Je pense que vous êtes la ministre la plus qui est venue le plus tôt dans les entretiens d'Inchaucheta, la plus matinale. Donc ça m'a un peu secoué ce matin. Pardon d'avoir été un petit peu en retard. Mais ceci dit, je suis très très heureux, très honoré de votre présence parmi nous. Je trouve que c'est des signes importants pour la résolution de cette problématique du logement. Madame la ministre, mesdames et messieurs les représentants européens, que je ne vais pas oublier, les chers parlementaires, chers élus, chers amis, chers concitoyens, c'est un immense honneur, une grande fierté pour moi, maire de Bunus, de vous accueillir aujourd'hui dans notre commune. Au nom du conseil municipal et au nom de tous les villageois, je vous souhaite, Madame la ministre, la bienvenue dans notre commune. Aussi un grand merci particulier à nos amis européens d'être venus jusqu'ici à Bunus et bravo à vous tous d'avoir répondu présents si nombreux. Votre présence témoigne de l'importance que les autorités nationales et européennes accordent à la problématique du logement. Je me souviens de notre état d'esprit quant à la présence de ces débats sur le logement il y a une quinzaine d'années dans notre village. La prise de conscience de cette problématique n'était pas du tout évidente dans nos territoires ruraux. Aujourd'hui, même nos territoires de campagne au Pays Basque subissent la crise du logement. Bunus, niché au cœur du Pays Basque, est plus qu'un village, c'est le reflet de notre culture, de notre identité, de nos traditions. C'est ici, au milieu de nos vallées et de nos montagnes, que la question du logement prend une dimension particulière. Chez nous, le logement est un projet de vie. Ce n'est pas qu'une simple transaction immobilière. Il est le socle de la vie communautaire. Or, comme de nombreuses communes rurales, nous sommes confrontés à des défis majeurs. La pression foncière, la conjoncture financière, la spéculation, l'attractivité constante de notre région qui favorise le marché de la résidence secondaire, les contraintes de constructibilité mettant à mal notre capacité à loger nos jeunes et nos familles, fragilisant l'équilibre démographique et social de nos villages. Madame la ministre, je sais que vous accordez la plus grande importance à ces questions de cohésion sociale et territoriale. Votre ambition d'accroître l'offre par la relance de la construction neuve et de la production de logements pour faire face à la demande, compléter l'offre par des solutions de logement locatif abordables, encourager l'investissement des particuliers et des professionnels sont des actions très positives. Votre interrogation sur le ZAN, zéro artificialisation nette, et les enjeux ruraux montrent votre intérêt sensible aux défis de l'aménagement du territoire. Beaucoup de nos régions, voire toutes nos régions, du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au Pays Basque, doivent trouver des réponses au logement en étant confrontés à des enjeux de développement de territoires, à la fois urbains, périurbains et ruraux. La crise du logement que nous vivons ici n'est pas un problème isolé, elle est le reflet d'une tendance plus large qui touche de nombreux territoires à l'échelle de l'Europe. L'Union européenne, bien qu'elle n'ait pas de compétences directes sur le logement, par la présence de ses représentants, montre sa prise de conscience de l'urgence de la situation. Le droit à un logement abordable doit être considéré comme un droit fondamental. Vous soulignez récemment dans la presse, Madame la Ministre, l'importance de la constance dans les moyens. C'est vrai au niveau national, mais l'Europe aussi pourrait permettre de consolider par la mobilisation de fonds complémentaires. C'est dans cette perspective que les entretiens d'Inchaucheta 2025 prennent tout leur sens. Notre défi est de transformer ces opportunités européennes en projets concrets pour nos territoires. La crise du logement est un défi qui ne peut être relevé seul. Il nécessite un dialogue constructif entre les collectivités locales, l'État et l'Union européenne. Votre présence ici aujourd'hui est le premier pas de ce dialogue nécessaire. Que ces entretiens d'Inchaucheta
soit l'occasion de bâtir des solutions solides et durables pour garantir que nos villages et globalement que nos territoires restent vivants, accueillants et accessibles à tous ceux qui y vivent et y travaillent. Sur ces questions fondamentales, je vous souhaite d'excellents débats. Mile esker, Pasha Egunon, merci et bonne journée à tous. Iñaki, si tu veux bien. Merci Jean-Luc. Madame la ministre, chère Valérie, monsieur le préfet, madame la sous-préfète, monsieur le président, cher Jean-Luc, monsieur le maire, cher Éric, mesdames, messieurs les élus, nombreux du territoire et d'ailleurs, chers collègues, avec une mention spéciale pour ma binôme de toujours, Anaïg Lemeur, dont j'ai le plaisir de revoir ici. Mesdames, messieurs les bénévoles, que je remercie d'avance pour l'organisation, ça a été souligné. Mesdames, messieurs les actrices et acteurs du logement, à tous ceux qui aiment le logement. Mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, pour n'oublier personne, Egunon Deneri, bonjour à toutes et à tous. 4e édition des rencontres d'Inchauseta à laquelle je participe et que j'ai de nouveau l'honneur d'introduire. 4e année où j'ai la responsabilité de porter pour mon groupe politique la question centrale du logement à l'Assemblée et au Parlement. Je dois te dire, Jean-Luc, que ces rencontres et nos premiers échanges à l'été 2022, juste après mon élection, n'y sont pas pour rien à cette implication. Alors, au bout de 4 éditions, je ne vous apprendrai rien ici sur le constat. Nous le connaissons tous, il n'est pas bon et il est toujours aussi inquiétant. Mauvais pour les nouvelles générations, pour qui la crise du logement est une perte de chance et un obstacle à l'émancipation. Nous en parlions ici l'année dernière. Et en cette période de rentrée, je pense à ces jeunes et à ces familles qui sont en difficulté pour trouver un logement digne et abordable pour mener leurs études. Trop de jeunes encore devront sacrifier une partie de leur temps d'études pour subvenir à leurs besoins primaires. Pire, plus de 17% d'entre eux abandonneront leurs études faute de trouver un logement. On remarque d'ailleurs que dans toute l'Europe, les jeunes sont touchés de façon disproportionnée par la crise. Cette crise, elle est aussi mauvaise pour le pouvoir d'achat des ménages. Se loger mobilise un quart du budget, soit 2 fois plus que pour se nourrir, ce qui a aussi des incidences sur les autres secteurs. Je parle notamment de celui de l'agriculture, où quand on met trop d'argent pour se loger, nous n'en avons pas assez pour faire vivre les services de proximité, qui est celui de l'agriculture. Effectivement, le prix de l'immobilier a progressé 4 fois plus vite que les revenus bruts en 20 ans. Le bilan, il est aussi inquiétant pour les plus modestes. 30% des Français ont eu froid dans leur logement cet hiver, et les épisodes caniculaires de cet été parlent d'eux-mêmes, alors que 4 millions de nos concitoyens sont mal logés. C'est un enjeu de santé publique. Il est inquiétant aussi pour l'économie du bâtiment. 300 000 emplois sont en péril. 33 000 postes ont disparu en 1 an et 18 000 entreprises du bâtiment et de l'immobilier étaient en défaillance l'an dernier. Et plus largement, le logement est source d'inégalités sociales et générationnelles, à l'heure où nous parlons des boomers. 24% des ménages détiennent aujourd'hui 68% des logements de particuliers et la propriété se concentre chez les plus de 50 ans et les plus aisés. Madame la ministre, je connais votre engagement pour le logement et votre amour pour le logement. Et nous avons toujours, il faut le dire, et je le dis en toute transparence, toujours bien travaillé ensemble, ainsi qu'avec vos équipes, que je salue particulièrement aujourd'hui. Nous avons obtenu des avancées, parfois au forceps. Régulation des meublés de tourisme, création du principe de servitude de résidence principale, dont je me réjouis de sa mise en place ici sur le territoire, mais aussi ailleurs. Remise en place du prêt à taux zéro, réduction du poids de la RLS pour les bailleurs sociaux, facilitation de la transformation de bureaux en logements. Et enfin, sauvetage partiel et in extremis de ma prime rénov', même si le bateau prend encore l'eau. Mais aujourd'hui, les annonces du Premier ministre ne sont pas acceptables. Le secteur a besoin d'un soutien plus que jamais. En prévoyant de baisser de 900 millions d'euros le budget de la mission cohésion des territoires,
le gouvernement de François Bayrou reproduit les mêmes erreurs. Ignorer le caractère d'utilité publique du logement et l'intérêt financier pour l'État d'un secteur en bonne santé. Car oui, le logement rapporte à l'État plus qu'il ne lui coûte. Il faut donc cesser de voir cette politique publique comme une dépense, mais enfin comme un investissement. Le logement est un moteur économique puissant, à condition d'y mettre du carburant. Avec mon groupe parlementaire, nous avons mis des propositions sur la table qui génèrent des dépenses, mais aussi des recettes importantes, en adaptant la fiscalité aux besoins et en encourageant la production et la réhabilitation de logements. Je n'en ferai pas le détail ici, se déroulent en même temps les universités d'été de rentrée de mon parti, mais je préfère toujours venir à Incoseta, et nous sommes ici pour parler d'Europe. L'Europe, justement, où nous avons vu récemment se former l'Alliance des maires pour le logement, rassemblant 15 villes européennes, dont une majorité de capitales. Toutes ces rencontres disent une chose, des solutions existent, des bonnes pratiques émergent chaque jour dans nos territoires et au-delà de nos frontières. Alors, travaillons ensemble pour promouvoir des réponses à la crise à court et long terme. Je me réjouis à ce titre de la nomination d'un commissaire européen sur le sujet du logement et de l'énergie. Cette nomination est indispensable pour porter une réponse solide et coordonnée face à l'aggravation de la crise du logement dans les États membres. Nos pays attendent de l'Union européenne un soutien fort à des enjeux similaires. 26% des jeunes, toujours, vivent dans des lieux surpeuplés en Europe. 17 millions d'Européens sont en taux d'effort excessif. Plus de 40% de leur budget est consacré au logement. 24 millions vivent en zones polluées et 31 millions dans des habitats humides. Il y a non seulement un impératif de loger abordable, mais aussi de loger mieux les populations. Le mal logement a un impact fort sur la santé, les résultats scolaires, l'augmentation des violences intrafamiliales, l'insertion sociale et économique des occupants et, in fine, sur la démocratie. En plus d'influer positivement sur notre économie, une politique de logement ambitieuse a un effet sur nos autres politiques publiques. Face à des constats identiques, les États souhaitent agir dans le même sens. Je pense à l'attrition des résidences principales dans les zones plus touristiques par l'augmentation des meublés de tourisme et des résidences secondaires. Nos capitales, comme nos littoraux et nos zones de montagne, sont particulièrement touchées. L'Union européenne a enregistré un nouveau record en 2024 avec 854,1 millions de nuitées en location courte durée réservées via des plateformes, plus 20% en un an. L'Union européenne a déjà mis en place des mesures comme la transparence des plateformes. Nous devons continuer à nous inspirer et nous coordonner pour rééquilibrer cette pression immobilière en pleine crise. Je pense aussi à la chute du nombre de constructions neuves qui empêche de répondre à la demande croissante. Il faut que l'Union européenne soutienne les États dans leur politique d'investissement. Il y a aussi la nécessaire rénovation énergétique de nos parcs immobiliers et l'adaptation aux nouveaux enjeux climatiques. Enfin, je pense à l'importance de renforcer les moyens de nos bailleurs sociaux. L'exception française, la France, grâce à ses bailleurs sociaux, accuse mieux le choc de l'explosion des loyers et du prix des biens. C'est grâce à ce modèle français que nous limitons les dégâts. Mais là aussi, de gros investissements doivent être réalisés pour produire et rénover. La défiance envers ces acteurs n'est plus tenable. Comme parlementaires, nous devons nous inspirer des bonnes pratiques de nos voisins, poursuivre une collaboration au-delà de nos frontières avec nos homologues européens sur le sujet du logement. À ce titre, je recevrai prochainement avec Anaïg une délégation de la commission spéciale House du Parlement européen à l'Assemblée pour parler de notre loi sur les meublés de tourisme que je suis heureux d'avoir vu promulguer en novembre dernier. Enfin, pour finir sur une note un peu plus locale et malicieuse, vous me connaissez, l'année dernière, à la même date, dans ce même lieu, nous nous demandions si le ou la future ministre du Logement était sous cette tente. Nous pouvons, je crois, à nouveau nous poser la question cette année. Je n'ai pas la réponse, mais dans tous les cas, sincèrement, ce fut très agréable de travailler avec vous, Madame la Ministre, et je souhaite de tout cœur que le ou la future ministre du Logement, si ce n'est pas vous, aime le logement comme vous l'aimez, et que lui ou elle ait enfin des moyens à la hauteur de l'enjeu du logement. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entretiens d'Inchauseta. Mile esker deneri, merci à tous.
Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, sincèrement, merci beaucoup, cher Jean-Luc Béraud. Et bien sûr, il me convient, enfin, après la parole qui a été évoquée par Monsieur le maire et Iñaki, de vous remercier sincèrement, vous, cher Jean-Luc Béraud, tous ceux et toutes celles qui bénévolement vous ont accompagné dans cette organisation, bien sûr vous, Monsieur le maire, avec toutes les équipes municipales, parce que vous avez su construire en 4 ans un événement incontournable, un lieu où on prend le temps du recul, du dialogue et de l'écoute sur un sujet fondamental. Et Monsieur le maire, vous venez de le rappeler, je viens d'un territoire, le bassin minier du Nord. Je viens d'un territoire qui a perdu 40 000 emplois en 10 ans sur un arrondissement, qui a perdu Zinor et les mines, qui est un territoire post-industriel, dense, urbain. On est ici dans un territoire rural, agricole, avec un littoral ici à proximité qui connaît une réalité toute particulière, une zone de montagne qui en connaît une autre. Je suis dans une zone frontalière. En fait, entre ces deux traits d'union, entre ces deux territoires, on voit à quel point la politique du logement a des visages multiples et nécessite de répondre à des problématiques qui sont aussi diverses qu'il n'y a de territoires, de communes et de réalités dans notre pays. Mais une chose est certaine, c'est qu'elle rassemble un point commun à toutes celles et tous ceux, en fait, à qui elle va répondre. Ce sont nos concitoyens, pas une famille, pas une personne dans notre vie, dans notre pays, dans cette Union européenne à laquelle nous appartenons, dans ce monde, ne peut construire un projet de vie si la question du logement, si le logement ne fonctionne pas, si notre politique du logement, notre capacité à répondre aux aspirations de nos concitoyens n'a pas été mise au cœur de notre société et de nos politiques publiques. Alors, mesdames et messieurs les parlementaires, je vais bien sûr saluer Iñaki, saluer Anaïg, ce binôme parlementaire transpartisan, mais en même temps très efficace et qui montre qu'on peut construire dans la diversité des réponses adaptées au territoire. Je salue évidemment monsieur le député qui effectivement représente la côte, mais est aussi le local de l'étape. Et bien sûr, Peyo Dufaux, je me permets de vous saluer et de vous remercier aussi pour l'accueil que vous m'avez réservé. Monsieur le préfet de région, madame la sous-préfète, merci aussi pour l'accompagnement et la préparation de cet événement aux côtés du cabinet qui me permet d'être devant vous aujourd'hui et de pouvoir effectivement essayer d'être la plus précise, efficace et claire possible dans les attentes que vous avez sur ces questions qui sont au cœur de cette journée. Permettez-moi de saluer, et je vois Isabelle Le Callennec au fond de cette assemblée, Madame la députée européenne, Madame la députée. Alors, bien sûr, il me convient de saluer tous les élus qui viennent de tout point du territoire. Monsieur le président d'Aglo, monsieur le maire, enchanté de vous retrouver ici aujourd'hui. Permettez-moi de saluer les nombreux responsables qui, au quotidien, travaillent avec le ministère du Logement, les fédérations diverses et variées. Je vois Daniel Dubrac, je vois les du bâtiment, il y a Solia. Je ne veux pas commencer la liste, sinon je vais en oublier, j'en suis désolée. Nadia, qui est ici présente, Action Logement. Permettez-moi bien sûr de vous remercier toutes et tous ceux qui sont ici présents jouent un rôle dans l'avenir du logement, dans l'avenir des possibilités et des solutions que nous pourrons apporter à nos populations. Alors, hier, j'étais aux rencontres du MEDEF, j'étais effectivement devant une assemblée aussi d'acteurs du logement qui, dans ce moment particulier politique que nous vivons, redouble d'attention sur ce que seront les perspectives de ce sujet essentiel pour nos concitoyens, mais aussi pour l'économie de notre pays, puisque Iñaki l'a rappelé, mais c'est ce secteur du logement
représente 22% du PIB de notre pays. C'est-à-dire qu'au-delà de la dimension humaine, de l'essentiel que cela représente pour un élu local qui doit répondre à ses concitoyens, c'est une énorme partie de l'activité économique de notre pays. 13% rien que pour la construction, 215 millions de chiffres d'affaires, milliards, pardon. C'est 380 000 entreprises qui travaillent dans ce secteur et c'est, vous l'avez rappelé, un coût pour la dépense publique, mais c'est un résultat net par rapport aux recettes et à la dynamique de croissance générée de 53 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que le logement ne coûte pas, il est une vraie ressource, une vraie dynamique pour la croissance de notre pays. Et c'est important pour la ministre du Logement que je suis de le rappeler. Vous savez bien que nous sommes en plein débat budgétaire, au-delà du moment politique que nous vivons. Il n'y a qu'à l'a rappeler. C'est chaque année, effectivement, la construction d'un budget dans un contexte que je ne rappellerai à personne, puisque chaque jour, eh bien, il rythme et effectivement les préoccupations qui sont les nôtres et l'objectif et la trajectoire que nous devons embarquer. Comment ? Eh bien, nous le verrons, effectivement. Mais en tout cas, on ne peut ignorer qu'il nous faut en même temps créer et construire les solutions et les éléments de la croissance à venir, du rendez-vous auquel il nous faut eh bien, tout simplement répondre, mais en même temps être au rendez-vous de la maîtrise de nos dépenses publiques. C'est un exercice forcément d'une difficulté absolue, mais cet exercice, on ne peut le réussir que si on travaille tous ensemble. Vous savez, je viens d'un territoire où j'ai été biberonné par Jean-Louis Borloo pendant des années, un territoire qui a dû se reconstruire complètement après s'être effondré. Et on n'y est arrivé que parce que tout le monde y a mis la main, que tout le monde s'est mobilisé derrière un homme qui avait envie de transformer son territoire et de faire face à tout cela. Mais on est face à la même réalité aujourd'hui. Les partenaires sociaux, les syndicats, les organismes divers et variés, les élus de toute sensibilité, les entreprises, l'université, tout le monde a dû s'y mettre et tout le monde a dû essayer de trouver les solutions pour transformer. On est face à ces réalités aujourd'hui dans notre société qui est en profonde mutation, en profonde transformation, comme l'Union européenne, monsieur, et ça me permet de rebondir, qui aujourd'hui a décidé eh bien, tout simplement de nous donner un commissaire au logement et à l'énergie, ce qui est nouveau. Il n'y avait pas de commissaire au logement et à l'énergie. Je me permets de dire ça tout simplement parce que ça montre à quel point la crise du logement, la préoccupation du logement n'est pas franco-française, loin de là, mais un vrai problème, une vraie réalité européenne à laquelle nous devons répondre collectivement et sur laquelle aujourd'hui vous nous donnez l'occasion, dans ces rencontres d'Inchoseta, eh bien tout simplement de réfléchir ensemble, de partager et d'essayer de trouver une trajectoire partagée avec vous, venant du terrain, venant des acteurs, et qu'on pourra aller effectivement remettre comme étant une réflexion, des premiers éléments effectivement de proposition à nos amis de la task force de la Commission européenne. J'ai eu l'occasion de rencontrer à 2 reprises monsieur le commissaire, une fois à Bruxelles, une fois à Paris, et de lui montrer un certain nombre d'aspects sur le terrain des politiques du logement, mais aussi de rénovation urbaine sur lesquelles on pourrait partager, échanger et essayer de voir quelle trajectoire commune l'Europe peut accompagner. En tout cas, ce sujet, il est essentiel. On ne pourra pas y arriver sans l'Union européenne, mais il faut pour cela partager, avoir les idées claires et définir une trajectoire commune. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, je suis très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous parce que c'est ici, dans ce genre d'endroits qui sont devenus des endroits incontournables, cher Jean-Luc, que les ministres, le gouvernement, Paris doit venir rejoindre le terrain, les acteurs, mais aussi la réalité de ces territoires et de ces élus. Et donc, merci de me donner l'occasion de venir nourrir effectivement la réflexion, mais aussi la trajectoire et l'avenir. On verra de quoi il est fait, il n'y a qui, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on doit réfléchir ensemble et continuer à porter les perspectives, ce que doit être l'année prochaine, comment y arriver dans les meilleures conditions. Alors, évidemment, j'apprécie particulièrement l'esprit de ce moment qui offre une certaine liberté de ton et une franchise des échanges. C'est précisément ce dont nous avons besoin dans la période que nous traversons et le contexte de crise du logement. Eh bien,
il est tellement puissant aujourd'hui, il est tellement au cœur des préoccupations que nous devons nous y atteler. Et ce moment, c'est un moment important de rentrée parlementaire qui nous permet de le faire et de le poser. Une France qui n'est pas épargnée, je viens de le dire. Le logement n'est pas un bien comme les autres. C'est un droit, un levier d'émancipation, un pilier de la cohésion sociale. Qu'il s'agisse d'hébergement d'urgence, Iñaki, car c'est bien ça la première marche à laquelle il nous faut veiller, de lutte contre l'habitat indigne, de relance de la production de logements sociaux ou de rénovation énergétique, il est au cœur de notre pacte social. Alors, dans ce moment, et qui, pendant toute cette matinée, va me permettre de vous écouter, mais aussi de dialoguer avec vous, et avant de reprendre la route de Paris, pour plonger dans la bataille politique, il est important de prendre un instant pour mesurer ce chemin parcouru ensemble et avec vous, cher Iñaki, chers parlementaires, chers acteurs du secteur du logement, chers élus, parcouru depuis 1 an. Alors nous avons agi, comme tu l'as rappelé Iñaki, sur l'accession à la propriété. Nous avons élargi le prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire français et pour tous les logements neufs depuis le 1er avril 2025. On peut d'ailleurs le cumuler à MaPrimeRénov'. À fin juillet, 33 000 prêts à taux zéro ont été déclarés depuis le début de l'année, contre 45 000 en 2024 sur toute l'année. Et les projections que nous faisons pour la fin de l'année, avec la dynamique et la trajectoire engagée, nous amènent à peu de choses près à 70 000 prêts à taux zéro. C'est-à-dire qu'on voit bien comment l'élargissement a permis d'accompagner des ménages modestes dans l'accession à la propriété, malgré les difficultés rencontrées par nos ménages français. Et s'il fallait en tout cas justifier, chers amis, eh bien de l'opportunité de maintenir cet élargissement du prêt à taux zéro, qui en plus réconcilie l'urbain et rural. Parce que quand on élargit le prêt à taux zéro, on donne la possibilité à un citoyen, à un ménage modeste, de pouvoir accéder à la propriété aussi quand il est dans la ruralité. C'était compliqué. Ça devient possible plus facilement. C'était indispensable. On doit donner les mêmes chances à tous nos territoires dans leur diversité. Nous avons aussi exonéré les dons d'argent d'un membre de la famille jusqu'à 100 000 € pour l'acquisition d'un logement neuf. Je veux d'ailleurs en profiter pour rappeler combien il faut se saisir de cette opportunité. Ce n'est pas les 100 000 € qu'on connaît, c'est vraiment une disposition complémentaire qui a été adoptée en 2025 et qui vaut pour 2026. Cette disposition, elle va porter effectivement jusqu'à fin de l'année 2026. Elle n'a pas besoin du débat budgétaire, elle est déjà actée. En clair, elle permet à un père, une mère, un grand-père ou une grand-mère de transmettre à ses enfants ou à ses petits-enfants pour acheter dans le neuf une résidence principale ou la construire, ou pour du locatif abordable dans le neuf. C'est favoriser la transmission nette de succession, et 3 parents et grands-parents peuvent donner à un même enfant ou petit-enfant. C'est un vrai levier qui a été donné. Pourquoi ? À un moment de crise, dans une conjoncture difficile et pendant une durée déterminée, puisque ça s'arrête fin 2026, et en attendant les mesures que nous souhaitons prendre sur la relance de l'investissement privé locatif dont Iñaki rappelait la nécessité, eh bien tout simplement d'avoir des mesures conjoncturelles qui permettent d'aider l'accompagnement justement vers la construction et l'accession à la propriété. Sur le logement social, effectivement, en février dernier, nous avons signé une feuille de route ambitieuse avec le mouvement HLM, puisque c'est un engagement partagé et signé de 116 500 logements sociaux qui pourraient être agréés et donc produits, 130 000 rénovations énergétiques programmées, avec comme levier une baisse inédite de la réduction de loyer de solidarité de 200 millions d'euros, qu'il a fallu aller chercher avec les dents et avec l'aide du Parlement dans toutes ses composantes. Et j'en remercie effectivement ceux qui ont participé à cette initiative. Sur la lutte contre le sans-abrisme, nous avons consolidé la politique du logement d'abord et ainsi permis à 650 000 personnes d'accéder au logement depuis 2018, même si, bien sûr, la situation globale de l'hébergement d'urgence reste préoccupante, tendue
Et évidemment, c'est un combat qu'il nous faudra continuer, trouver des marges de manœuvre. C'est vrai que dans ce contexte budgétaire, ce n'est pas simple, mais il faut continuer à porter cela ensemble, porter cette parole, les élus, les acteurs. Moi, en tant que ministre du Logement, le débat parlementaire, c'est aussi une occasion, je le rappelle, de faire en sorte de faire bouger les lignes sur ce sujet. Sur le logement des étudiants, alors que près de 20%, comme tu le rappelais, des jeunes renoncent à leurs études faute de logement, 45 000 places nouvelles ont été annoncées par le Premier ministre sur la durée, effectivement, et la fin du mandat. Il a dit 15 000 engagements par an. Alors, dans ce domaine, sachez qu'il y a des premiers chiffres que nous avons aujourd'hui à notre connaissance. Nous avons sur l'année 2025 aujourd'hui à peu près identifié avec le mouvement des bailleurs, enfin sur le champ des bailleurs sociaux, donc dans le logement social, environ 11 200 agréments pour des logements étudiants. C'est-à-dire que rien que sur le parc social, nous allons aujourd'hui pouvoir agréer, donc avec des loyers modérés, pour des jeunes étudiants dont on connaît le pouvoir d'achat. C'est plutôt une bonne nouvelle, une bonne trajectoire, auxquelles s'ajouteront bien évidemment les productions de logements étudiants dans le secteur privé. On voit que la trajectoire des 15 000, on y sera, et on y sera certainement largement, malgré la difficulté et malgré le contexte. La trajectoire, les besoins sont monumentaux, mais en tout cas, la mobilisation est au rendez-vous. Et peut-être aussi vous dire que la Caisse des dépôts accompagne cette initiative, puisque c'est 5 milliards de la Caisse des dépôts qui sont en fait mobilisés, sanctuarisés, pour accompagner les porteurs de projets dans l'effort qui sera fait pour produire du logement étudiant. Donc il y a aussi les outils qui seront là pour accompagner les financements. Enfin, avec le concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous avons créé une task force qui travaille avec les préfets de région et dont l'objectif, c'est région par région, de définir avec les recteurs, avec les présidents d'université, avec les acteurs du secteur et sous le pilotage des préfets, tout simplement une observation fine des besoins en logement étudiant pour essayer d'être efficace et d'aller produire les logements là où ils sont les plus utiles et d'accélérer justement nos capacités à accompagner les projets en ayant ciblé les besoins au plus près des besoins des territoires. Agir avec les territoires et non pas penser que de Paris, ça aussi c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Essayer de coproduire avec les territoires en nous appuyant sur nos préfets et les acteurs. Alors, la relance de l'investissement locatif, vous le savez, c'est un sujet de préoccupation sur lequel vous me sollicitez au quotidien, vous les acteurs du logement, vous les élus. La mission que j'ai confiée à Marc-Philippe Daubresse et à Michaël Cosson avait pour vocation, puisque ce rapport nous a été rendu, tout simplement d'essayer de faire en sorte que tous les acteurs du logement s'entendent et partagent ce qu'on entend derrière relance de l'investissement locatif. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le fameux statut du bailleur privé dont on parle tous les jours? Ce statut du bailleur privé, effectivement, dans les conclusions qui m'ont été remises par Marc-Philippe Daubresse et Michaël Cosson, donne des pistes. Hier, le Premier ministre a rappelé que ce sujet était au cœur de ses préoccupations et que, en tout cas, c'est ce qu'il m'avait confié quand je l'ai vu fin juillet et qu'il a réitéré dans son discours hier devant le MEDEF, c'est un sujet qu'il veut mettre au cœur des débats budgétaires du projet de loi de finances. C'est important de le rappeler, parce que vous le savez, c'est un combat avec Bercy, puisque, et en toute loyauté, et vous le savez bien, construire un budget, ça veut dire négocier et discuter avec budget avec Bercy, c'est la bagarre, et quand vous avez la chance d'être soutenu par le Premier ministre au moment où il faut aller porter un budget, ouvrir la porte et donner une trajectoire, le curseur, c'est le Parlement qui le fixe. C'est les débats, c'est les amendements que vous allez poser. Mais si déjà on n'a pas ouvert la porte en disant l'investissement locatif, le statut du bailleur privé, ça fait partie des sujets qui seront ouverts dans le PLF, après on peut ne pas être content, pas être satisfait, c'est peut-être pas assez, c'est peut-être pas la bonne direction. Mais là, le Parlement jouera tout son rôle. Et il pourra le jouer parce que la porte est ouverte. Donc cette porte ouverte par le Premier ministre, croyez-moi, c'est important. Au moment où on s'interroge sur la rigueur, sur les difficultés budgétaires que représente un effort budgétaire de plus de 40 milliards d'euros, il y a quand même des possibilités parce que, par ailleurs, on demande de faire des efforts budgétaires. Dieu sait si, effectivement, chacun l'a rappelé, je me bats pour en faire
le moins possible, en tout cas, gagner le plus possible de moyens pour le logement. Mais là, pour le coup, l'investissement locatif, c'est une dépense publique qui n'apparaît pas dans les comptes comme ça, mais qui s'inscrit dans la durée et qui est un effort financier majeur quand même pour les finances publiques, mais qui va générer beaucoup de recettes, beaucoup de dynamique d'investissement, parce que quand vous parlez de la question de l'amortissement, dans le neuf ou dans l'ancien, sur la durée, d'abord ça sécurise les investisseurs locatifs. Aujourd'hui, on a une perte d'affection de nos concitoyens par rapport à l'investissement dans la pierre, parce qu'on n'y voit plus l'attractivité, on n'y voit plus la rentabilité, il n'y a plus de Pinel. Qu'est-ce qu'on fait après le Pinel? On a mis nos mesures conjoncturelles, mais qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser le secteur? C'est pas l'alpha et l'oméga, mais pour le coup, quand on a une attrition du marché locatif privé, ben ça impacte, on peut construire plus de logements sociaux, mais la tension elle est encore plus forte, puisque ce qu'on perd, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Il faut marcher sur deux jambes. Et je regarde bien évidemment, là aussi, monsieur l'adjoint au maire de Paris, parce que je sais qu'il y a la question de la vacance du logement, mais il y a l'encadrement des loyers, il y a le permis de louer, il y a des outils, il y a des solutions, il y a la loi Echeniz-Lemer. On a des sujets sur lesquels il faut continuer à travailler, la fluidité du parcours. Mais on a besoin, malgré tout, de construire les bases, élargir l'assiette. Parce qu'on peut mettre toutes les contraintes du monde. Si on n'a pas assez de logements pour tout le monde, on peut toujours serrer la vis de partout, éviter l'augmentation des loyers, parce qu'on a une tension sur le marché locatif. Il faut le faire. Mais il faut aussi produire du logement. Il faut relancer le marché et l'attractivité d'un marché locatif privé. Sinon, tous les efforts consentis par une part, on les perdra de l'autre. Il faut le faire avec beaucoup de justesse, beaucoup d'équilibre, et il faut le faire avec une préoccupation aussi. Vous savez, dans une autre vie, j'étais assistante sociale, j'ai été directrice de la politique de la ville de Jean-Louis Borloo, j'ai une vraie fibre sociale. Mais il faut marcher sur deux jambes. En même temps, on a besoin de faire de l'investissement privé locatif. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je ne suis pas le lobby des uns ou des autres. Je suis vraiment une convaincue de la nécessité de mettre nos politiques du logement au cœur de notre projet de société, de notre projet politique. Et il faut qu'on le fasse tous ensemble. Et l'hébergement d'urgence est aussi important. Je voulais prendre ce petit temps sur cet investissement locatif parce que je crois vraiment que c'est un sujet qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que tout ce qu'on fera comme effort par ailleurs sera réduit à néant si on n'est pas au rendez-vous de cette question. Sur la rénovation énergétique, bien sûr, je vais vous parler avec franchise. Vous savez bien, cette année, elle a été difficile. Elle a été difficile. J'ai essayé de la partager. En tout cas, j'essaye de partager avec l'ensemble des acteurs du secteur la trajectoire qu'il nous faut emprunter pour en sortir et construire les solutions ensemble. Et j'ai déjà effectivement entamé un travail conjoint et des réunions de travail régulières à Paris avec tous les acteurs territoriaux, professionnels, pour essayer d'embarquer des solutions. Alors ma prime rénov', elle a été victime de son succès, avec un emballement, mais aussi des dérives et des fraudes. Vous, les présidents d'agglo, les maires qui géraient ces sujets, vous avez pu le constater, vous avez pu le vivre. Alors il faut régler ces sujets. À plusieurs reprises, nous avons dû protéger ce dispositif très menacé, et en particulier au début de l'été, lorsque des fraudes massives, comme je viens de le rappeler, ont été découvertes, et que nous avons eu en quelques jours autant de dépôts de dossiers qu'en plusieurs mois. C'était énorme. En dépit des critiques, j'ai pris des responsabilités de drastiquement recentrer le dispositif pour le sauver, et je pense que nous en verrons les fruits dès la réouverture du guichet fin septembre. Peut-être là aussi pour dire quelques mots de ce sujet. Quand vous avez un salaire de 7 000 €, vous ne dépensez pas 15 000 €. Vous dépensez en fonction de votre réalité. Le budget de ma prime rénov' et de l'ANA, c'est 3,6 milliards, c'est pas rien pour la rénovation thermique des logements. Mais là, il n'y avait pas, en fait, de guichet fermé. C'est-à-dire qu'on prend les dossiers au fil de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on pousse une pelote, et puis après, du coup, on accumule des retards. On mécontente les acteurs professionnels parce qu'on prend du retard dans les paiements. On mécontente les bénéficiaires parce que les délais d'instruction sont de plus en plus longs. Et ça ne va pas. Et surtout, on ne peut pas continuer comme cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il fallait d'abord sécuriser le diagnostic. On a monté un plan en 10 mesures, un plan pour justement fiabiliser le diagnostic, donc un plan diagnostiqueur. Et ensuite, nous avons voulu faire en sorte de redéfinir des modalités de fonctionnement. Le 30 septembre, on réouvre le guichet tout doucement parce que
le nombre de dossiers qu'on peut instruire d'ici la fin de l'année sans faire exploser l'enveloppe, eh bien, il est réduit, mais on veut remettre en route la machine avec les nouvelles modalités dès le 30 septembre pour pouvoir justement mettre en route cette nouvelle mécanique et être au rendez-vous en janvier 2026 d'un dispositif qui s'est, on va dire, un peu essayé dans ce dernier trimestre pour lisser les choses et éviter à l'avenir les stop and go. En tout cas, tout ce qu'on peut pour construire ensemble, dès fin septembre, une nouvelle méthode plus partagée et en faisant confiance aux territoires et en leur donnant la possibilité d'avoir plus de marge de manœuvre dans la gestion et le pilotage au quotidien de MaPrimeRénov'. Enfin, pour les collectivités, nous avons engagé des chantiers législatifs pour simplifier l'urbanisme, accélérer les permis, raccourcir les délais de contentieux et libérer les projets. Il ne manque plus qu'un vote à la proposition de loi urbanisme portée par Harold Duvar. Ce sont les conclusions de CMP à l'Assemblée. C'est 2 heures de débat. La CMP a été adoptée. Il faut finir cet exercice. Et entre les mains des maires et des présidents d'agglo, il y aura des outils véritablement intéressant et important pour faciliter effectivement les projets dans les territoires. Il faudra vous en saisir, mais il faut surtout l'inscrire très vite au Parlement. Toutes ces victoires, elles ont été remportées collectivement, nous les avons remportées ensemble. Est-ce que ce sera suffisant pour sortir de la crise? Sans doute que non, mais nous commençons à entrevoir les prémices du rebond. Entre août 2024 et juillet 2025, 360 200 logements ont été autorisés à la construction. C'est plus 3,8% par rapport à la période août 2023, juillet 2024. C'est un léger, mais on reprend une trajectoire qui est positive. Entre août 2024 et juillet 2025, 294 500 logements auraient été mis en chantier. C'est 6% de plus par rapport à la période 2023, août 2023, juillet 2024. Il faut maintenant transformer l'essai. Beaucoup reste à faire et je veux dire que ce combat, nous le gagnerons qu'en étant rassemblés, comme je l'ai rappelé. Et c'est ma méthode. Embarquer tout le monde, ne pas opposer les acteurs, ne pas opposer le parc social et le parc privé comme je viens de vous le rappeler. C'est travailler avec les maires qui sont en première ligne face aux citoyens, avec les parlementaires que je remercie encore et sincèrement. Quels qu'ils soient, quelle que soit leur sensibilité, rien ne peut se faire s'il n'y a pas une vision transpartisane dans un Parlement où vous n'avez pas de majorité absolue, mais où l'intérêt général doit jouer. Avec les acteurs sociaux, économiques et associatifs qui innovent et accompagnent nos concitoyens et avec l'Europe. Oui, avec l'Europe, monsieur le représentant de la Commission. Et pour la première fois, donc, ce commissaire qui va venir nous aider à travailler, c'est essentiel. Quand j'ai rencontré le commissaire européen, j'ai essayé de porter un certain nombre de pistes en rappelant que aussi dans l'histoire de l'Union européenne, il y a eu des programmes d'initiatives communautaires très intéressants comme le PIC Urban, programme d'initiative communautaire, qui a donné beaucoup de solutions et une vraie valeur ajoutée à la transformation de nos territoires urbains, de nos quartiers. Regardons comment on peut le remettre à l'aune du XXIe siècle, au cœur des priorités peut-être de l'Europe pour proposer justement des solutions dans la transformation et le renouvellement urbain et le changement climatique au moment où nous en avons besoin. J'ai plaidé pour que la BEI soit plus offensive pour le logement social comme pour l'accession. J'ai défendu nos règles sur les aides d'État qui protègent notre modèle. J'ai été assez claire là-dessus d'ailleurs. Le logement social à la française, c'est ce qui nous protège de l'envolée des loyers qu'on constate partout en Europe. Et j'ai demandé des financements adaptés au terrain, qu'il s'agisse de rénover nos copropriétés ou de lutter contre le sans-abrisme. Et monsieur, je me permets peut-être un petit mot à ce stade. Vous savez, beaucoup de nos associations aussi, par exemple dans le sans-abrisme et de l'hébergement d'urgence, ont des difficultés ou quelquefois renoncent à aller chercher des financements européens puisque vous avez les délais d'instruction en fait qui nécessitent de préfinancer en amont. Il faudrait qu'on trouve un mécanisme, réfléchir à comment pouvoir assurer des préfinancements, des solutions pour que des associations qui quelquefois ont des trésoreries trop fragiles pour pouvoir faire cette avance et ont des difficultés et ce serait une capacité à aller chercher mieux les financements qu'apporte l'Union européenne dans ce domaine. Nous devons pouvoir y réfléchir ensemble. Je pense que c'est une piste à creuser. Et je vous remercie en tout cas de vous y pencher sincèrement. Je rappelle
que selon le 9e rapport annuel de la FEANTSA, je ne sais pas comment on prononce ça, et de la Fondation pour le logement en Europe, près de 1,2 million de personnes étaient sans abri en 2023 et parmi eux 400 000 enfants. J'y suis absolument pas insensible, comme vous toutes et tous. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'une note des autorités françaises a été validée par Matignon et transmise à Bruxelles pour porter la position de la France en ce sens. Ces combats, ils ne sont pas théoriques, ils sont vitaux. Et c'est ici avec vous que nous devons montrer que la France a une ligne claire et forte. Dans quelques jours, la représentation nationale va être amenée à se prononcer pour donner ou non sa confiance au gouvernement. En choisissant d'engager la responsabilité du gouvernement, le Premier ministre a voulu poser une question fondamentale. Les différentes sensibilités de l'Assemblée nationale prennent-elles la mesure de la situation économique dans laquelle se trouve notre pays ? Vous le savez, nous sommes sous la menace d'une hausse des taux d'intérêt, ce qui impliquera mécaniquement des crédits immobiliers plus chers et une accentuation de la crise du logement dans laquelle nous nous trouvons encore. Quant aux conséquences d'une absence de budget au 31 décembre, vous les connaissez comme moi, car nous en avons déjà fait l'expérience l'année dernière. Ce sont des budgets d'investissement gelés, au premier rang desquels la rénovation énergétique. Certains dossiers attendront plus de 6 mois pour être engagés et les entreprises tout autant pour démarrer les travaux. Et forcément, tous ces retards ne présagent pas non plus d'un budget qui sera amélioré, mais plutôt de difficultés financières supplémentaires qu'il faudra peut-être compenser ou combler par des exigences de réduction de budget encore plus fortes. Ces questions, je les ai vécues une fois, donc j'en parle en connaissance de cause. Voilà, c'est un exercice qui a des conséquences. Le projet de loi de finances pour 2026, c'est la rigueur, certes, je le rappelais, mais ce n'est pas l'abandon ni l'austérité. Je me suis battue avec d'autres ici présents, que je remercie encore une fois, pour que le projet de loi de finances 2026 inscrive une mesure pour relancer l'investissement locatif. Je viens de le développer, afin d'élargir cette offre de logement. C'est important, c'est essentiel, je le redis. Le budget de MaPrimeRénov' et celui de l'hébergement d'urgence seront sanctuarisés. C'est une rigueur, certes, mais qui n'abandonne pas les Français face à la crise du logement. Et dans cette mobilisation pour le budget, nous avons destin lié. Je le répète, parce que je le crois profondément, c'est ensemble, entre partenaires de confiance, que nous réussirons à défendre notre modèle, à renforcer la production de logements abordables. Alors, quelles seront mes priorités ? Je vous en donne 4, tout aussi essentielles pour sortir de la crise. Première priorité, bien sûr, préserver MaPrimeRénov', parce que c'est un levier efficace de transition écologique et sociale. Je vous annonce d'ailleurs aujourd'hui que j'ai obtenu la prolongation des monogestes en 2026, ce qui n'était pas forcément acquis, vous le savez bien. Elle sera actée par des textes réglementaires qui seront pris en fin de semaine prochaine, après examen par le Conseil national de l'habitat, cher Anna Hig, dont je salue effectivement le travail à marche forcée parce que vous n'êtes pas ménagés. Deuxième priorité, lutter contre le sans-abrisme, à la fois en répondant à l'urgence avec la sincérisation du budget de l'hébergement et en renforçant le plan pour le logement d'abord. Je souhaite également impulser une mobilisation plus grande des financements européens sur cet enjeu. Troisième priorité, et je viens de rappeler comment il fallait essayer de trouver des voies et moyens. Troisième priorité, soutenir le logement social, toujours et sans ambiguïté dans le prolongement des avancées de 2025. Et là, le Parlement va devoir s'atteler. Quatrième priorité, trouver les conditions pour mobiliser l'investissement privé en garantissant un cadre fiscal clair, stable et incitatif, à même de sécuriser les acteurs et de permettre la reprise de la production. J'en profite pour vous annoncer que vous êtes nombreux à m'avoir sollicité, élu comme acteur du secteur, pour revoir le classement de vos communes, de certaines de vos communes, au titre du zonage ABC, qui définit, entre autres dispositifs, l'éligibilité au LLI, logement locatif intermédiaire. Et j'ai donc aujourd'hui le plaisir de vous annoncer que nous mettons en signature un arrêté de révision du zonage ABC qui sera publié dans les prochains jours.
Il permettra le reclassement d'environ 450 communes, dont plus de la moitié seront désormais reconnues comme tendues et éligibles au logement intermédiaire. Ces reclassements offrent aux territoires concernés l'opportunité de diversifier leur offre de logement et d'anticiper les dynamiques de développement, comme la réindustrialisation dans le Dunkerquois, par exemple, ou les Jeux olympiques de 2030 dans les Alpes, entre autres exemples. Je veux aussi citer des villes un peu plus proches d'ici, telles que Pau, ou plusieurs communes du Pays Basque. Cambo-les-Bains, Saint-Pé-sur-Nivelle, La Ressort. En Bretagne, les îles du Ponant, ou plusieurs communes du Finistère. Je ne peux pas citer les 450 communes, vous les découvrirez très vite. Mais vous les retrouverez bien sûr donc dans le détail dans l'arrêté. Voilà mes principaux combats, je les mènerai avec vous et pour tout vous dire, je suis aussi en train de me mobiliser pour soumettre au Conseil d'État un décret qui est attendu par les bailleurs sociaux, les offices, sur l'indemnisation des membres des conseils d'administration pour participer aux commissions d'attribution des logements. C'est un vrai souci au quotidien pour les organismes de logement. Et ce décret, il va être soumis donc très très rapidement, je n'en dirai pas plus. Alors, dans ce moment difficile, une conviction nous rassemble. Le logement, c'est une grande cause nationale. Je l'ai toujours pensé. Si vous êtes là, c'est parce que vous le partagez. Elle est aussi une grande cause écologique et économique de notre temps. Et si nous restons tous unis, mobilisés, engagés et passionnés, comme vous l'êtes toutes et tous, alors nous relèverons ce défi dans notre diversité, dans nos complémentarités. Chacun d'entre vous apporte sa pierre parce que vous serez unis, parce que vous continuerez à porter ce combat avec la même détermination. Nous réussirons à relever ce très noble combat, tellement essentiel à la vie de nos concitoyens. En tout cas, comptez encore une fois sur mon sincère engagement et la passion et surtout mon sincère remerciement en direction d'hommes et de femmes tout aussi engagés parce que ce sujet il demande un supplément d'âme, vous l'avez tous. Merci à toutes et tous. Et maintenant, il me reste à vous écouter pour venir nourrir effectivement tout ce travail qui est encore devant nous. Merci à toutes et tous et je nous souhaite de très bonnes journées d'Inchoseta. Merci pour cette note de mobilisation. Alors, avant de changer la composition de la tablée, je voulais quand même passer la parole à notre amie Marie-Agnès Gorostia de Salaberry, qui est en fait la responsable ou l'animatrice principale d'une radio, alors on dit radio locale en basque, et qui passe la frontière très facilement, puisqu'il y a des alliances entre les radios, et qui relaie depuis toujours nos débats. Et j'ai souhaité qu'elle puisse prendre la parole parce que quelques mots en basque, parce qu'ensuite il y a des questions de traduction, etc. Et quelques mots en basque, et pour montrer l'engagement de cette radio à nos côtés. Marie-Agnès, tu as la parole. Mil esker Jean-Luc. Irratietan bistan dena, bai, hemen erraiten dena, zabaltzen segitzuko dugu. Ez da dudaik. Iruleiko irratian, baina euskal irratietan ere bai. Supaztera deitzen da solasaldi hauek antolatzen dituen elkartea. Eta Intxauseta, etxeuntako supazter xokoak, entzun ditu Kalakaldi, Frango, Mendez mende eta oroz gainetik euskaraz. Hortako, zuzen den bezala, eskuaraz egiten dauzuegu deneri, hautetxi, herritarrer, ongi etorria. Etxeuntako harima euskaraz eraikia izan baita. Bizitegi krisia Europako urgentzia bat deitu aurtengo eztabadak erakargarriak, aberatsak eta emankorrak izan ditezela.
behardun guziek prezio arrazoinean etxe bizitza batean sartzeko gako zonbait atera ditezela egungo solasaldietarik. Ongi etorri bunuzerat, ongi etorri deneri Euskal Herrira. Mil esker, Marie-Agnès.